Bonjour et bienvenue au podcast Viens t'inspirer, animé par les membres du club entrepreneuriat de Sainte-Foy. Nous sommes une quinzaine d'étudiants très motivés et nous accueillons différents entrepreneurs pour nous raconter leur parcours inspirant. Bonne écoute! Bonjour, vous écoutez le podcast Viens t'inspirer. Je suis Marie-Philippe Benoît, présidente du club entrepreneuriat de Sainte-Foy et notre mission est d'allumer la flamme entrepreneuriale chez les étudiants. Je suis Jessica Chevalier et je suis associée dans le comité marketing. Aujourd'hui, nous accueillons Peter Simons, président-directeur général de la Maison Simons. Bienvenue, Monsieur Simons, à notre podcast. On est très heureux de vous avoir et on vous laisse vous présenter. On a lu un petit peu davantage sur vous, mais c'est quoi votre parcours académique? Voulez-vous nous en dire plus davantage sur vous? Je suis Peter Simons. Merci pour l'invitation. Je suis très touché que vous avez pensé à moi. Là, je suis directeur général PDG de la Maison Simons ici au Québec, un poste que je tiens depuis un bout de temps. Parcours, j'ai fini mes études secondaires ici à Québec. Après, j'ai eu une bourse pour aller jouer au basket à Carleton. Donc, j'étais allé à Carleton étudier en ingénierie. Par la suite, j'ai transféré à Western où j'ai étudié économie et finalement au Richard Ivey School of Business pour mon degree qui est là. Donc, par la suite, je suis revenu à Québec et j'ai commencé assez jeune, là, je vous dirais pas combien d'années, mais chez la Maison Simons. Puis j'ai commencé comme acheteur dans toutes les divisions pour femmes. Donc, j'ai acheté pas mal... toute la femme, la maison, je travaille avec différentes acheteuses et doucement, à travers des années, j'ai monté dans les rangs pour finalement prendre la poste de président, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est ça mon parcours. Eh bien, est-ce que vous travaillez majoritairement en anglais ou en français? Majoritairement en français, tout fonctionne en français, mais c'est sûr avec les magasins hors Québec, maintenant, il y a un mélange. Puis, on a plusieurs personnes parfois qui viennent de l'États-Unis, qui travaillent à l'interne et quand on est one-on-one, on va parfois parler en anglais. D'accord. Donc, votre parcours est assez atypique pour des étudiants du Québec. Là. Souvent, c'est le cégep après l'université, mais vous êtes allé vraiment dans le milieu anglophone. Donc, c'est intéressant à voir. Maintenant, c'est bien de changer. Je pense que j'adore Québec, mon cœur est ici, mais c'est bien de sortir de Québec, de voir d'autres choses et de revenir finalement. C'est bien le changement, puis s'exposer, ouvrir les horizons. Donc, j'ai aucun regret. Je suis content d'être ici, je suis content d'être... C'était difficile à revenir, mais élargir les horizons et voir d'autres choses, c'est toujours enrichissant. Totalement, je suis d'accord avec vous. Dans tous nos podcasts, on a tout le temps une section qu'on fait des questions en rafale avec vous pour en apprendre davantage sur vraiment vous, c'est qui Peter Simons. Donc, vous devez répondre en quelques mots aux questions en rafale. Est-ce que ça vous va? Parfait. Super. C'était quoi votre premier emploi? Ma première été vraiment chez McDo. Je travaillais à McDonald's à Londres et je suis fier de dire, c'était je pense, le 9e plus occupé au monde. Donc, j'ai travaillé fort. Et cet été-là aussi, à la fin, j'ai travaillé comme bûcheron sur l'île d'Orléans à déchiffrer des terres. C'était un emploi dur, dans le fond. Quelqu'un m'a offert de me payer à l'heure ou de faire un contrat. Et quand j'ai entendu le montant du contrat, j'ai accepté le contrat. Oh mon Dieu, j'ai mal fait dans le fond parce que j'aurais gagné, je pense, 10 fois plus si j'avais travaillé à l'heure, mais je l'ai promis pour un prix fixe de déchiffrer un énorme morceau de terrain. Et donc, j'ai appris de faire attention des fois avant de répondre. Ça, c'est mon premier emploi. C'est le fun, c'est une bonne leçon en fait. Oui, effectivement. Donc, la seconde question, c'est est-ce que vous avez un talent caché? Oh mon Dieu, le talent caché. Je suis un artiste frustré, je dirais. J'écris de la poésie des fois, donc j'aime lire beaucoup, mais j'aime écrire. Mais talent, ça c'est peut-être un petit peu audacieux comme terme. Une préoccupation, un désir, une aspiration est plutôt le meilleur mot. Fantastique. Et c'est quoi votre saison préférée? Je pense que j'adore l'automne.
j'adore toutes les saisons à Québec. Le changement, c'est formidable. Mais l'automne, c'est agréable. J'aime beaucoup être dans le bois. Puis on a un camp. J'ai un camp de pêche avec mon frère au nord du Québec. Puis on a beaucoup de plaisir pendant les mois d'automne. Parfait. Ah oui, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je lis pas mal beaucoup. Évidemment, je lis les journaux, je lis l'Économiste. Présentement, je viens juste de finir No Rules sur Netflix. C'est une étude de Reed Hastings, puis son approche aux gestions de talent à l'intérieur de Netflix. Puis je lis par Marcus Aurelius, Meditations. C'est un classique de philosophie grecque, des lettres qu'il a écrites à son fils concernant sa perception de la vie puis comment aborder la vie. C'est un petit peu long, mais touchant et super intéressant. Est-ce que vous avez retiré quelque chose de ce livre-là, une leçon ou? Non, je lis beaucoup de philosophie. Je suis grand amateur de philosophie, dans le fond. Au point de vue de... On pense que c'est ésotérique un petit peu, mais la philosophie, c'est une manière structurée de réfléchir sur la vie et aborder différentes questions plus profondes. Donc, que ce soit Spinoza ou Marcus Aurelius ou les plus classiques, c'est toujours intéressant. De Marcus Aurelius, c'est vraiment une question d'humilité et d'être à l'écoute et d'une certaine optimisme entouré de réalisme sur la condition humaine. C'est comique parce que je pense que certains étudiants cégepiens qui font des cours de philosophie vont sentir votre message que c'est bon la philosophie, puis ils vont peut-être être inspirés à se donner dans leurs cours. Ah non, moi je suis fan. C'est important il y a des grandes questions de notre époque finalement, puis les aborder un petit peu sur le fly, comme on dit en anglais. C'est les philosophes, c'est une structure de pensée, puis ça aide beaucoup parce que les temps sont complexes et on a à réfléchir beaucoup. Donc, philosophie puis maths, si vous voulez travailler à l'avenir, c'est les deux choses qui me semblent, mathématiques et philosophie, il y aura de l'emploi. Totalement. On voulait savoir quel est votre repas préféré? Oh mon Dieu, c'était dur ça, mais je pense que c'est de la truite mouchetée que j'ai pris moi-même au camp de pêche dans le fond. Donc ça, sur la grille ou même dans le poêlon au camp, ça, je peux dire c'est peut-être le lieu qui le rend agréable, mais ça c'est mon repas préféré. Wow, assez original. Si vous pourriez avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Ah, ça c'est tough comme question. Vos questions sont tough. Je pense que je voudrais être capable de comprendre l'histoire dans le présent. Et par ça, on vit tous dans des mythes, on pense qu'on comprend, puis c'est seulement en rétrospect de longue date, pensant comme historiquement, qu'on peut comprendre. Mais si on est capable de sortir de ça et comprendre l'histoire dans le moment présent, je pense qu'on prendrait des décisions beaucoup plus lucides et on pourrait, comme entrepreneur, comprendre beaucoup plus clairement comment le monde va évoluer et comment planifier pour l'avenir. Donc, oui, voir l'histoire aujourd'hui, donc un petit peu comme être voyant, je dirais. Oui, sans trop prédire l'avenir, mais... Oui, c'est différent. C'est pas prédire l'avenir, mais comme quand je dis de voir l'histoire. L'histoire, pour moi, c'est comme on regarde en arrière et on comprend avec plus de lucidité toute la façon les choses se sont intermêlées puis ils se sont affectés avec la causalité qui a donné le résultat et d'être capable de comprendre cette complexité-là dans le moment présent. Wow, ça serait un super pouvoir, je pense. Totalement. C'était quoi votre matière préférée à l'école? Je pense que c'était le maths physique, là, dans le fond. J'aimais beaucoup les sciences pures quand j'étais jeune, donc j'étais en sciences nat. Sciences nat, je pense que vous dites au cégep. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé ça. Ce qui me manquait dans les sciences, pour moi, c'était ce contact humain. Et c'était ça qui a amené un petit peu
à bouger vers le business, puis l'économie, puis voilà, la gestion. Parfait. C'était quoi votre tradition familiale préférée? Je pense que c'était dans le mois de juillet. Chaque année, mon grand-père, qui enseignait à l'université de Pennsylvanie, il était vétérinaire, venait de l'États-Unis et on passait 10 jours ensemble dans le bois au nord du Québec à pêcher, puis au camp. C'était un homme... Ben, c'était pas nécessairement lui, c'était le fait qu'on était tous en famille, puis c'était des moments de qualité. Mon père voyageait beaucoup, l'entreprise était beaucoup plus petite dans ces jours-là, puis il était en voyage d'affaires continuellement. Donc, c'était vraiment un moment où on arrêtait et c'était une tradition. On l'a tous les années, on est parti aux mêmes dates, et 1er au 10 juillet, puis on fêtait l'anniversaire de ma sœur. Puis, de voir mon grand-père, c'était toujours bien. Donc, ça, c'est la tradition. Je continue encore un petit peu avec mes enfants maintenant, mais là, ils sont plus vieux, puis ils ont toutes sortes d'activités. Donc, ils n'ont plus de temps pour leur père, des fois. Oui, vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Un gars, une fille ou? Oui, une fille puis un garçon, donc Pénélope, qui est allée à Cégep Sainte-Foy, puis qui a beaucoup aimé ça, puis était contente. Puis j'ai un fils qui est à Saint-Lawrence présentement au Cégep. D'accord. Donc, il pourrait, par exemple, écouter notre podcast s'il tombe dessus. Oui, s'il tombe dessus. Je ne suis pas sûr que je vais aller dire ça, mais... Totalement. Ben, c'est vraiment plaisant. Les étudiants, c'est vraiment dans notre cible qui vont écouter notre podcast, donc ça va nous faire plaisir. Mais c'est vraiment bien la tradition familiale. Puis moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que votre camp de pêche avec votre frère présentement, c'est le même où vous alliez avec votre grand-père? Non, on est revenu, moi je suis revenu, fini mes études en premier, mon frère est plus jeune, puis très tôt on s'est mis ensemble. Écoute, il n'y a pas d'électricité, c'est un camp, vraiment un camp, mais on est bien. Mais on s'est mis ensemble, je pense qu'on avait tous les deux 25 ans, et honnêtement, je n'avais pas d'argent. Mon père m'a passé de l'argent, m'a fait un prêt à nous deux, puis on a acheté notre petit camp, puis on l'a rénové ensemble. On a construit un énorme foyer. On a des bons souvenirs de projets. Puis aujourd'hui, ben on est bien, puis les enfants sont bien aussi. Donc, on a beaucoup de souvenirs. Ah, c'est vraiment le fun, ça nous suit avec le temps, les souvenirs, puis ça nous permet de s'accrocher à des beaux moments. Ouais. Totalement. C'est quoi la première chose que vous avez achetée avec votre première paye? J'ai pensé longtemps à ça. Vous savez, j'étais de retour à Québec et j'avais vu une sculpture dans une vitrine et vous direz que je ne gagnais pas grand-chose, là, mais et je suis retourné plusieurs fois le voir, toujours en l'aimant. Donc, j'ai acheté une sculpture. Vous allez me demander l'artiste, je ne le sais même pas, je le trouvais beau. C'était pas, je vais être honnête, là, c'était un morceau d'art qui valait peut-être 400$, qui était une fortune pour moi dans le temps, là, une fortune. Et je l'ai encore, et je l'aime encore. Wow. Et c'est pas une grande œuvre, mais c'était une œuvre qui me fait plaisir. Ça rappelle des souvenirs. Ouais. Oui. C'est quoi votre artiste préféré de tous les temps? Est-ce que vous en avez un en particulier? C'était une question tough. Je pense, I would say, peut-être Mies van der Rohe. Il est artiste, mais fondateur important dans le mouvement Bauhaus. C'était clairement un homme qui a redéfini l'architecture pour le moment, qui a construit à Montréal, au Westmount Square, puis à New York. Donc, c'est ça mon choix. Il y en a plein quand même je suis attaché à Guido Molinari, qui est un artiste néoplasticien de Québec, et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'artistes, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec. Donc, question tough, mais Mies est dans un autre niveau, là, dans le fond. C'est un des architectes le plus importants du 20e siècle. On voulait savoir dans le même ordre d'idée, c'est quoi votre citation préférée qui vous inspire, ou peu importe, votre mantra? Mon citation préférée? Souvent, je dis aux gens, vous savez, vous engraissez pas les agneaux en les pesant. Et
et oui, ça les fait rire, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Des fois, on tombe aujourd'hui, c'est tellement numérique et tout, et on veut tout mesurer, mais l'entrepreneuriat, c'est pas juste mesurer, c'est important, mais c'est vraiment une question de créer. Et ça se fait avec l'intuition. Donc, il faut pas que la raison et les chiffres encadrent l'inspiration, mais c'est vraiment, c'est la joie, puis l'excitement, puis l'énergie qui crée l'idée à la base. Donc, je dirais ça, donc, que j'ai l'énergie, la curiosité et énergie pour être inspiré et que la raison peut venir l'encadrer et le rendre utile. Donc, de trouver cet équilibre-là. Mhm. Voilà. Il y a beaucoup d'émotionnel, je pense, dans les décisions. Oui. Oui. Vous savez, je pense que absolument, mais ça commence avec une rigueur. Ouais. Et il ne faut pas, trop souvent, on Donc, commence avec l'émotion, puis à la fin, on fait un petit peu de rigueur. Parce que c'est pas agréable, la rigueur, de vraiment se questionner puis essayer de quantifier les choses. Mais quelqu'un qui est bien commence avec la rigueur qui nous amène à un certain point. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a toujours ce fossé-là qu'il faut sauter à travers avec optimisme et énergie et croyance et foncer. Hein? On a un seul vie, il faut le vivre. Et souvent, je dis aux gens, tu sais, si je suis capitaine du bateau, je vais bien prendre mes décisions. Puis si ça arrive à cracher sur les côtes dans une tempête, mais au moins je ne serais pas fâché contre personne. J'aurais pris mes décisions, puis je les assume, puis je retournerai chez McDo où j'ai commencé toute cette aventure. wow, ouais, c'est vraiment, c'est totalement vrai et super inspirant pour les étudiants aussi de vous entendre parler de ça. Puis sur même sans idée, c'est quoi votre sport préféré? Est-ce que vous avez un sport que vous faites beaucoup? Oui, je joue au basket niveau universitaire, donc je dirais que Mm. c'était le basket. J'ai joué ici à Québec, puis donc j'aime bien ça. Mon fils joue encore, puis j'ai beaucoup de plaisir encore à aller le voir jouer, là, dans le fond. Donc, je pense que c'est ça. Moi aussi, je suis une grande, grande fan de basket. J'ai joué au basket 7 ans, Ah oui? primaire, au secondaire, mais là, ma carrière s'est arrêtée au cégep. Oui, mais quand, tu sais, j'ai joué à l'université, puis à un moment donné, j'avais des grands rêves. J'ai joué pour l'équipe du Québec, mais à un moment donné, il faut qu'on Wow. réalise que, tu sais, on fait des choix à un moment donné, puis on réalise que la vie continue. C'était une vide quand même. C'était une énorme vide là, que j'avais. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais arrivé, j'étais trop petit. Tu sais, je mesure 6 pieds 5, puis j'étais trop petit. Là. Je jouais à l'États-Unis. Trop petit pour 6 pieds 5? Ah Mon oui, Dieu. mais au Québec, tu étais un center power forward. Ouais. Et à l'États-Unis, tu étais un regular point guard. Incroyable. Et donc, il y avait des gars 6 pieds 10, 6 pieds. Et ça commençait à. Il me manquait des atouts essentiels, je pense. Eh bien, quand même, vous êtes rendu loin, puis ça a fait. Je pense que ça forge aussi beaucoup le sport, puis l'équipe. Ça l'aide beaucoup, tu sais, dans le cheminement là, d'un étudiant. Oui, il y a beaucoup de leçons, je pense, qu'on tire du travail en équipe, le dynamique d'une équipe, comment gérer ça. Je transpose beaucoup de leçons de cette période-là dans les affaires. Ouais. Il y a le plaisir aussi d'être un ensemble de gens qui travaillent ensemble pour créer quelque chose ensemble, vraiment. Et comment aborder et de comprendre aussi à un certain niveau, on arrive, puis tout le monde a un niveau d'excellence physique, et donc la différence devient psychologique. Et l'importance du chimie psychologique de chaque individu dans l'équipe et dans le mélange. Donc, oui, ça a influencé ma vie quand même. J'ai eu des mentors, des gens que je vois encore aujourd'hui. Donc, Coach Pound, là, je parle encore, il est retourné à l'États-Unis, mais il a joué aux Olympiques, puis il m'a pris sous son aile. Donc, et là, il est plus vieux, mais je l'appelle encore, puis je l'appelle encore coach, puis Mr. Pound, là, puis il dit toujours, appelle-moi Steve, appelle-moi Steve. Ah, je dis, coach, je suis pas capable, c'est trop fort, c'est trop. Donc, c'est des relations importantes qu'on a en dehors de la famille qui nous inspirent, qui nous supportent. Et
qui sont importants. Tellement. Pour terminer la section des questions en rafale, c'est quoi le meilleur conseil que vous avez reçu? Je pense de rester, de toujours revenir avec humilité, d'avoir de l'humilité. L'humilité mélangée, je pense, avec, écoute, c'est pas d'arrogance, là, mais si on a de l'humilité mélangée avec l'intelligence, on va loin. Mais il y a beaucoup de monde intelligent, plus intelligent que moi, mais l'humilité ouvre beaucoup de portes. Ça ouvre la porte à vouloir apprendre, on écoute mieux, et je le fais pas toujours bien, et je travaille encore là-dessus, mais de garder les pieds à terre parce que ça prend une vie à construire une réputation et ça prend un instant pour le détruire. Et donc, pour rester vivant, je pense, en étant humble, ça nous pousse tous les jours à se réveiller et dire, ben, il faut que je me pousse encore. Donc, et l'humilité, c'est agréable d'être autour. C'est comme dans une organisation de savoir qu'on peut toujours apprendre, puis toujours apprendre des autres. Mais il faut être ouvert à vouloir apprendre. Et ça vient de l'humilité. Donc, oui, j'étais élevé dans une école très dure avec des directeurs puis des superviseurs assez intenses, je pourrais vous dire. Ça ne passera plus aujourd'hui. Donc, mon père m'a mis à la porte plusieurs fois, dans le fond. Oh! Oui, mais il avait des valeurs très fortes et pour lui, c'était toujours une question de se re-questionner et d'avoir une doute, mais santé. Pas une doute pour nous rendre complètement psychologiquement infirmes, mais de se re-questionner et de garder les pieds sur terre et de savoir qu'on peut apprendre tous les jours de tout le monde. Donc, humilité, ça c'est ma réponse. Je n'appelle pas un ami, puis je ne demande pas l'audience. Parfait. Maintenant, on va aller plus dans une section de questions plus profondes sur votre vie pour en fait en connaître davantage sur vous, puis sur votre vie en tant que président et directeur de la Maison Simons. Donc, premièrement, quels sont les 3 mots qui vous décrivent le mieux? Ben, il faut que je réponde humilité, j'espère, en premier. Je suis curieux aussi. Et je suis émotif, je pense. C'est peut-être ces 3 mots-là. L'humilité, mais garde mes pieds à terre. La curiosité, quand on travaille dans la mode ou même comme entrepreneur, de vouloir aller explorer, puis questionner, puis voir le nouveau, c'est essentiel. Et le côté émotif, ben, c'est bien, ça fait pour une vie intéressant, peut-être un petit peu moins stable à l'intérieur, mais c'est comme tout, hein? C'est une qualité qui devient un défaut à sa limite. Donc, le secret, c'est de gérer ses qualités pour minimiser les moments où on peut être émotif et très, très high et d'éviter pas les dépressions, mais il faut s'auto-gérer, là, dans le fond. Donc, voilà, c'est ça que je pense. Tellement. Moi, je trouve que la curiosité, c'est une sorte d'intelligence parce que les gens qui sont curieux vont être amenés peut-être à se poser beaucoup de questions, puis à aller chercher, puis à aller se documenter. Donc, c'est une sorte d'intelligence, la qualité d'être curieux, là. Oui, et aujourd'hui, on est chanceux, hein, parce que si on a juste le sens de demander les questions, mais tout est dans notre poche, dans le téléphone, on peut répondre à tout instantanément. Tant qu'avant, il a fallu aller chercher un dictionnaire, aller chercher des livres. Et donc, il n'y a pas un meilleur moment dans l'humanité, d'après moi, d'être curieux. Et parce qu'on a accès à les librairies de Babylone, là, tout le monde. Donc, oui, j'y crois beaucoup. Ouais. Puis, qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui me... Parce que je pense que les étudiants ont besoin d'entendre quelque chose qui inspire, là, qui vous motive. Pour les motiver. Oui, c'est ça. Tous les jours,
c'est comme une opportunité, donc, de l'inconnu. Donc, moi, je me réveille, quand tu es entrepreneur, je pense, tous les jours est une opportunité ou une opportunité potentielle. Donc, je me lève le matin pour le plaisir de travailler et échanger avec des gens intelligents. Je travaille avec des hommes et femmes. Il y en a, honnêtement, je ne le dis pas assez souvent parce qu'on est toujours focusé sur nos problèmes. Hein. Quand on est en affaires, là, quand ça va bien, OK, on passe à d'autres choses. Donc, les gens disent, hey, t'es donc bien négatif. Je ne suis pas négatif. Je suis payé pour régler des problèmes d'une certaine part ou solutionner des problèmes, disons ça. Mhm. Donc, mais c'est vrai à la base, ce qui carbure, c'est la possibilité dans la journée que je vais me retrouver dans une pièce avec 2 ou 3 autres personnes et honnêtement, où je me dis, wow, là, eux autres, ils sont d'une autre coche d'intelligence que moi, là, et que là, on apprend et on essaie de régler quelque chose ensemble, puis on arrive à une solution. Ça peut être une nouvelle approche à un algorithme ou une solution de AI. Ça peut être un design d'une collection. Ben, pour moi, ça peut venir de toutes sortes d'endroits. Mais ce thrill-là de sentir qu'on est ensemble et on arrive à quelque chose, on crée quelque chose, ben, si tous les jours on crée quelque chose dans notre vie, puis avant de s'endormir, ça va être une vie, je sais pas, intéressant. Et ça va être une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Oui, totalement. Entièrement. Ensuite, quels sont les moments marquants qui ont eu un gros impact sur soit votre vie personnelle ou professionnelle? Ah oui, ben, j'ai pensé plutôt professionnel. Tu sais, Oui. être père d'avoir des enfants, là, c'est comme incroyable. Là. Tu sais, je suis devenu grand-père hier. Personne ne sait ça, dans le fond. Wow! Donc, les enfants de ma femme ont eu un enfant. Elle a accouché à Paris hier soir, dans le fond. Une petite fille qui s'appelle Anne. Wow! Donc, c'est l'excitement. Donc, c'est sûr que des moments comme ça, les jeunes, tu sais, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, ben là, finalement, tu vas comprendre comment tes parents t'aiment, parce que tu ne sais pas tant que tu n'as pas d'enfant. Professionnellement, c'est des moments, pas nécessairement, je ne suis pas un gars à sombrer dans des victoires ou des défaits. Je ne regarde pas en arrière ni en avant. Il y a eu des moments. Tu sais, quand j'avais 26 ans, je pense, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé les 3 Molinari dans le bottin de Montréal. Et finalement, j'ai tombé sur Guido Molinari puis il m'a invité pour discuter d'un projet à son studio. Je ne l'avais jamais rencontré, puis il était d'un accueil et même pendant qu'on jasait, il m'a dit, ben, aide-moi à enlever le scotch, le masking tape d'une œuvre. Mais je savais très bien, j'étais en train d'enlever du tape d'une œuvre qui valait 2 à 300 000 $ canadiens, là, dans le fond. J'avais rien peinturé, mais j'avais peur de mal enlever le tape. Il y a un morceau de tape qui a tombé sur mon complet, puis il a taché bleu royal. Puis je l'ai gardé le bleu royal là pendant des années, juste à en souvenir. Mais c'était un homme chaleureux, talentueux, ça m'a touché. Quand j'ai fait la fontaine de Tourny, c'était un petit peu autour du travail, mais tout le processus de Marc, de Antoine et tous les artisans à Paris, puis ici au Québec, c'était comme... c'est un processus de 4-5 ans. C'était beau, mais encore, c'était un beau moment de dire, OK, c'est réalisé, on a accompli quelque chose, en groupe avec tous ces ingénieurs-là, ces artistes et tout. Donc, c'est plutôt des moments comme ça que je retiens dans ma tête. Je ne suis pas quelqu'un à sombrer dans le passé ni sur le négatif. L'entrepreneur n'a pas ça, dans le fond. L'entrepreneur a besoin d'avoir sa tête bien focusée sur l'avenir et dans une place positive, parce que l'instant où on commence à gruger dans le bandwidth ou l'émotion et l'énergie qu'on a à focusser sur le 1% peut-être des clients qui sont parfois problématiques. Là. J'aime tous mes clients. Tous mes clients sont formidables. Mais
il faut pas. Il n'y a pas assez d'énergie humaine, puis la vie est trop courte, honnêtement. Donc, j'essaie de souvenir des petits moments comme ça. C'est long comme réponse, mais c'est ça. Travailler avec mon père aussi, je suis parti à 16 ans de la maison. Je ne suis jamais revenu. Dans le fond, donc, à 16 ans, on ne connaît pas vraiment pour un fils et son père. Donc, c'était pas un homme nécessairement facile, mais c'était un homme intelligent, puis très méticuleux, puis rigoureux. Et finalement, à travers des années de travail ensemble, c'était plutôt un processus qu'un événement. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas, je ne vous mentirai pas là. Hein. Comme j'ai dit, une couple de fois, il n'était pas trop content. Donc. Voilà. Je voulais revenir sur un point que vous avez mentionné par rapport à la fontaine de Tourny. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne, puis que je voudrais qu'il soit comme juste mentionné aux étudiants, c'est que si je dis bien les choses et vous me corrigerez, le don, c'est la Maison Simons qui a fait un don de la fontaine de Tourny qui est dans la ville de Québec. Oui, effectivement. J'étais en train de restaurer le magasin du Vieux-Québec et j'avais eu l'idée de récupérer des boiseries anciennes. Puis on a un bureau à Paris, donc j'avais mis quelqu'un avec qui je travaille dessus. Puis en visitant un antiquaire, un brocanteur, on dit à Paris, antiquaire plutôt, pour ces pièces-là, j'ai tombé dans un entrepôt avec cette fontaine-là complètement démantelée. La pauvre madame un camion avait frappé son bras, il y en a un autre à la tête à terre, mais c'était une pièce magnifique. Et à fur et à mesure, l'idée s'est enracinée, puis et c'était une aventure incroyable. Ces pièces-là ont passé par des usines de Airbus et Boeing pour manipuler des pièces de métal. On a travaillé avec un fonderie et des artisans dans le nord de la France pour refaire des pièces. Les ingénieurs ici à Québec, c'était comme fascinant. Et c'était une longue... Ouais, c'était un projet incroyable. Je n'en doute pas parce que je trouve que c'est un superbe leg que c'est de laisser ça. C'est tellement plus grand que seulement Peter Simons. C'est la Maison Simons, c'est un héritage pour la ville de Québec. Donc, je trouve que c'est vraiment super ce que vous avez fait. Bien, j'avais peur que les gens ne l'aimeraient pas, finalement, à un certain point. Et après tout, c'est fou qu'on fait un projet comme ça. Hein? On dit, mais est-ce que les gens vont aimer? Est-ce qu'ils vont traverser le rond-point pour aller? Est-ce que ça va habiter dans la ville? Parce que quand on fait quelque chose comme ça, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour faire plaisir aux autres. C'est ça. Et la journée qu'ils ont mis l'eau en marche, ils l'ont mis l'eau en marche. Et j'ai vu les gens se rassembler autour. Et là, j'étais convaincu que le projet était apprécié. Puis j'ai dit, ouf! Gros stress, mais je suis content aujourd'hui. Ça me fait encore plaisir quand je passe l'été puis je vois du monde qui en profite en plein été. Il y a 2 ans, j'ai vu une couple en robe de mariée tuxedo en train de nager dedans. Là. Puis j'ai dit, c'est un événement. J'ai trouvé ça le fun. Tellement. J'aimerais ça. Moi, j'avais une question qui me brûlait les lèvres et c'était de savoir comment est-ce d'être la 5e génération Simons à avoir repris l'entreprise familiale? Tu sais, en quoi ça consiste et tout ça? Écoute, personne n'a pleuré pour moi, là. Il y a des défis, mais je pense qu'on était toujours imbibés ou, disons, éduqués avec un sens de responsabilité chez nous. C'est une responsabilité, tu sais, c'est 5 générations de ma famille, tu sais, de John Simons qui a fondé le magasin en 1840 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on sent un petit peu... on se sent pas propriétaire, on se sent un petit peu gardien ou concierge de cette... concierge, je suis un concierge, c'est ça dans le fond. Aussi simple que ça. Et on en prend soin, tu sais, et chaque famille a des choix à faire dans les entreprises familiales comme ça. Est-ce que la famille existe pour l'entreprise ou est-ce que l'entreprise existe pour la famille? Et ça a l'air rien comme question, mais
mais chez nous, je pense sincèrement, on a toujours dit non, la famille existe un petit peu pour être au service. Et c'est pas pour dire pauvre nous, oui, il y a des avantages qui en tirent, mais il y a de la responsabilité avant tout. Et là, on est à 1 an de pandémie, je peux vous dire, ça, c'est tout un autre podcast, là, dans le fond. Ouais. Mais c'était hot, là. Mais encore une fois, je vais me souvenir quoi du pandémie? Je viens juste de débarquer d'un appel avec quelqu'un, je n'embarquerai pas dans les détails, mais ils m'ont dit merci. Et j'ai dit non. J'ai dit honnêtement, c'est moi qui te remercie. J'ai travaillé avec une équipe au début du pandémie. Ils ont simplement mis leur tête down et ont dit OK, on se met ensemble jour après jour et on accomplit ce qu'on a à faire. Et on est allé de mois de mars où, j'ai pas caché, mois de mars, j'ai dit qu'il me restait 2 semaines de payroll, dans le fond. Et j'avais un entrepôt robotique à payer qui ne fonctionnait pas. Et j'ai dit, je m'en sors pas. Et semaine après semaine, toute cette équipe-là, ils se sont roulés les manches, puis sans s'inquiéter ou sans me déranger avec toutes sortes de... Tu sais, comprends-tu? Tout le monde a eu leur vie personnelle à adresser. Mais je suis reconnaissant. Mais sur mon lit de mort, je vais me souvenir de ce pandémie-là, de ces gens-là qui se sont fait ce qu'il fallait faire. Et je suis très, très reconnaissant. Donc, je ne sais pas quelle était la question. Je dérape. Mais, il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça. Voilà. Parfait. Ouais. Oui, c'était une question de... Oui, famille. C'est ça. Est-ce que c'est lourd? Non. C'est une responsabilité. C'est le désir de vouloir bien faire, d'être à l'auteur. Est-ce que ça va disparaître? On se comprend à 25 ans, puis là, tu dis, OK, à 55 ans, 50 ans, mais la vie n'est pas un projet de satisfaction. La vie, quelque part, est un projet d'insatisfaction. L'entrepreneuriat est un projet d'insatisfaction à la base. De dire, je peux faire mieux. Je peux créer quelque chose de meilleur demain. Je peux affronter, relever des défis, puis les surmonter. Donc, c'est un stress, une responsabilité. J'espère à la fin, les gens vont dire peut-être que, oui, que j'étais équitable et que j'ai assez de créer quelque chose qui a servi la communauté, la société, les gens avec qui je travaille, pas juste un genre une entreprise. C'est des communautés que tu veux faire part, pas une entreprise. C'est quoi? Une communauté, là, ça, c'est une question de responsabilité, de sacrifice, de création, d'effort communautaire. C'est une communauté que tu veux créer et respecter. Oui, totalement. Puis, en parlant justement de communauté, je sais que vous avez fait beaucoup d'initiatives vertes. Je sais que c'est important pour Simons, l'environnement, puis tout ça. Jess, si tu veux continuer. Oui, en fait, c'est ça. On aimerait en connaître davantage sur vos initiatives environnementales parce qu'on sait que chez Simons, vous êtes surtout très innovateur, puis vous sortez toujours des nouvelles approches. Donc, on voulait savoir, c'est ça, plus sur cette partie. Bien, c'est une philosophie, je pense. Honnêtement, les 2 grands défis de ma génération, le vôtre, ça va être le climat. C'est pas nouveau, ça, mais on y pense depuis 10 ans chez Simons. Et l'inéquité sociale, cette question-là de comment équilibrer les fruits des projets commerciaux d'entreprise. Donc, pour nous, c'est un long voyage. Ça a commencé plus qu'il y a 10 ans. On a fait un audit global de tous nos supply chains pour bien comprendre les impacts avec PwC à Londres. C'est un bureau assez avancé. Ils ont un modèle qui s'appelle TIMS. Et c'est un voyage qui continue. On a commencé avec des petits efforts vers réduire les impacts du coton organique, de travailler avec Canopy. La madame a gagné un prix mondial la semaine passée. C'est une Canadienne qui a fondé Canopy pour le viscose. Après ça, on
on est en train de redescendre et renforcer et minimiser l'impact de toute notre supply chain. On a encore beaucoup de travail à faire. Les magasins, point de vue de, tu sais, ici à Québec, on a le premier magasin au Canada qui est zéro énergie nette, là, en solaire. Mais ça, c'est un projet de champ photovoltaïque combiné avec un genre de software qui redistribue chaleur et géothermie en magasin. Donc, c'est des petits efforts. Présentement, on est en train de travailler sur tous nos fournitures, notre emballage. J'ai un plan. La pandémie l'a interrompu. Dans le fond, pour vraiment, ultimement, c'est la circularité. C'est cette question-là de miner, que l'environnement urbain est potentiellement une mine de ressources, mais autre qu'une mine un puits de pétrole. Tu sais, il y a assez de plastique sur la surface de la planète pour nous desservir pour les prochaines 1000 ans. C'est comment le sourcer, comment l'intégrer dans tous nos produits. Et donc, j'espère, en sortant de pandémie, on va être capable, on continue d'avancer, mais on a un couple de beaux projets qu'on voudrait poursuivre pour vraiment vers la circularité ici à Québec. Et est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Les morceaux sont en place, puis j'espère que oui. T'sais, on combine à ça des efforts comme chez Fabrique 1840. C'est une plateforme qu'on a pour les artisans au Québec puis au Canada. Et la réaction, c'est spectaculaire. C'est la croissance des 500% plus par semaine. C'est pas un gros business, là, mais on est fiers de ça. Puis c'est local, c'est beaucoup de produits environnementalement. C'est une question de consommer mieux, consommer moins, mais mieux, meilleure qualité. Et c'est cette poussée vers la circularité, dans le fond, d'être capable de vraiment recycler les produits pour en retirer avantage. Donc, on a fait beaucoup de chemin, je suis fier, mais on a encore beaucoup de chemin à faire et on va continuer de le faire. Et si les clients nous supportent et prennent intérêt dans le programme Vision, c'est ça à la fin où toujours, tu sais, je me souviens, il y a 5 ans, j'étais dans un meeting, puis le monsieur m'a dit à Montréal, écoute, monsieur Simons, là, c'est bien beau, mais les clients, ils veulent pas ça, ils veulent pas, tu sais, mais moi, je trouve que c'est pas vrai. Les clients sont prêts à payer un montant raisonnable, dans le fond, pour supporter ça puis apprécier l'effort. Et c'est pas juste de dire plus bas prix, produit n'importe où, n'importe comment au monde. Non, les gens sont plus sensibles que ça aujourd'hui. Tellement. Surtout notre génération, je trouve moi, je veux savoir mes vêtements, ils viennent d'où, puis l'impact que ça a là, justement sur la planète, puis de réduire. Fait qu'on a une conscience environnementale assez développée. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis c'est le fun à voir. Vous savez, avant la pandémie, mon adjointe est venue voir M. Simons, là, il y a une madame qui appelle. Elle voudrait que vous veniez parler à l'école, une école à Tewksbury, Stoneham, primaire, 6e année. Oh mon Dieu, là, j'étais tellement occupé. Non, elle dit, j'ai un feeling. Ah, j'ai dit, OK, fine, book-le. Et je vous dis, j'ai conduit à Tewksbury. Honnêtement, j'étais un peu grognon, là. Et je me suis remonté avant ces étudiants-là de 6e année. Et, tu sais, au début, longue histoire courte, ils voulaient savoir tout ce qu'on faisait à Vision. Ils étaient super intéressés. Et moi, je les ai... Ben, j'ai honte à dire ça, mais j'ai un petit peu, bonjour, mon nom, c'est Peter Simons. Je travaille... Et là, il y avait des questions tout de suite. Et il y a un petit garçon de 6e année qui lève sa main. Il dit, Monsieur Simons, je m'inquiète pour mon travail à l'avenir, puis comment on va réconcilier l'automatisation, les robots et le maths avec l'effort humain? Quoi? Et il est en 6e année, super allumé. En tout cas, j'ai passé 2 heures avec un professeur, puis peut-être une trentaine d'étudiants, mais intelligents, informés. Ah oui, ça m'a fait capoter complètement. La question, c'était, tu sais, 6e année. En 6e année, j'allais dehors dans le cours, jouer au soccer, puis je m'en occupais pas de trop. Et je me souviendrai, la fille a dit, oui,
parlez-nous de la réconciliation de l'entreprise privée avec vos responsabilités communautaires et envers la famille et vos employés. Super philosophique. En tout cas, juste pour dire, j'ai parti de là dans ma voiture puis j'ai dit, attends, ça c'est mes clients. Ça c'est mes clients dans 5 ans. Ils sont hot et ils sont informés et ils sont sensibles à l'environnement, des questions sociales et tout ça. Ça m'a mis un feu en dessous du derrière. Là. Puis j'ai dit, wow, these people are smart. Et j'adore ça parce que ça donne confiance dans le clientèle et c'est un plaisir à travailler avec des gens comme ça. En tout cas, voilà mon expérience. Ça ouvrait les yeux. Puis voilà. Tellement. Puis on va terminer le podcast avec la dernière question. Puis je trouve que ça est vraiment en lien avec ce qu'on vient de discuter. C'est quoi le conseil que vous donneriez au Peter Simons de 20 ans ou de 15 ans, plus jeune? Quel conseil vous donneriez-vous? Pour moi, ça, c'est une question très, très difficile parce que je ne suis pas un gars qui regarde en arrière. J'ai fait des bons coups, des mauvais coups. L'entrepreneuriat c'est un métier d'optimisme. Donc, you wake up in the morning et tu crois fondamentalement qu'aujourd'hui, c'est la journée que tu vas réinventer le roue. Et donc, donc, la question un petit peu dit, un regret que j'ai une affaire comme ça. Le conseil que je donnerais à Peter Simons de 20 ans, puis je l'ai suivi, je pense que je l'ai suivi quand même, ça aurait été quand même de jamais oublier, entourez-vous des gens les plus intelligents et entourez-vous avec des gens intelligents qui partagent vos valeurs, tes valeurs. Et si vous avez ces deux choses-là en commun, ils sont plus intelligents que toi et vous avez les mêmes valeurs, vous allez conquérir le monde. Et donc, c'est pas un travail solo. C'est plus un travail solo, l'entrepreneuriat. C'est plus le gars dans son garage. OK, c'est beau. Steve Jobs dans son garage ou en train d'inventer un ordi. Là. Ça arrive encore. Il y a des moments très solitaires dans l'entrepreneuriat et surtout comme PDG, c'est solitaire comme métier par moment. Tu te sens seul. Tu n'es pas seul, mais tu te sens seul. Mais encore, je reviens. La possibilité d'être dans une pièce aujourd'hui avec des gens nettement plus intelligents que moi et qu'on travaille ensemble pour régler un problème, mais je me réveille tous les matins pour la possibilité. Puis il y a des journées que ça arrive, puis il y a d'autres journées que ça n'arrive pas. Malheureusement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Ça conclut très bien notre podcast. On est très, très, très choyés de vous avoir reçu à notre podcast qui s'appelle Viens t'inspirer. Donc, merci pour votre temps. Très, très, très apprécié. Je suis certaine que votre parcours va en inspirer d'autres étudiants. Puis, on se revoit dans un prochain épisode. Ah, super. Mais merci pour l'invitation. C'était un super plaisir de parler ensemble. Au revoir. Au plaisir, merci. Au plaisir. Bye.